Bonjour et bienvenue à tous à cette activité de transfert de connaissances qui est organisée par le Bureau de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Moi, je suis Valérie Coulombe, une agente de planification, programmation et recherche pour le bureau et je serai l'animatrice de cette activité aujourd'hui. Donc, avant de débuter, je vais vous présenter brièvement la mission du Bureau de la mission universitaire, pardon. Alors, je vais vous présenter brièvement ce que c'est la mission du Bureau de la mission universitaire en santé mentale de l'Institut universitaire en santé mentale, qui relève directement de la direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance. Donc, son mandat, c'est d'offrir un accompagnement aux équipes de la direction pour soutenir l'actualisation de la mission universitaire de l'Institut, et ce, dans les 6 dimensions d'une désignation universitaire que sont la recherche, l'enseignement, le transfert des connaissances, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention, les pratiques de pointe, l'innovation et le rayonnement. Et nous également, notre rôle est de soutenir l'implication des patients et des proches partenaires dans l'organisation des services de santé mentale. Quelques mots techniques là, avant de débuter. Précisons que l'activité est actuellement enregistrée et elle sera rendue disponible là, sur la page, la chaîne YouTube du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc, la rencontre d'aujourd'hui, la santé mentale des personnes réfugiées ayant connu la guerre, mieux comprendre les impacts pour adapter nos pratiques, a pour objectif de présenter un état des connaissances sur l'impact de la guerre et des violences organisées sur la santé mentale, d'explorer des approches d'intervention reconnues efficaces pour intervenir auprès des personnes ayant vécu des situations de stress aigu ou des événements traumatiques, et de réfléchir à des pistes d'adaptation de nos services afin de répondre adéquatement aux besoins des personnes qui ont des parcours migratoires variés et parfois complexes. Donc, nous accueillons pour ce faire 3 panélistes, dont Madame Dr Cécile Rousseau, qui est pédopsychiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants et professeure titulaire à la division de psychiatrie sociale et culturelle au département de psychiatrie de la Faculté de médecine de l'Université McGill. Elle est également directrice scientifique de l'équipe de recherche et action sur les polarisations sociales à l'Institut universitaire Sherpa. Nous accueillons également M. Stéphane Guay, qui est directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale et co-directeur du Centre d'études sur le trauma. Il est également professeur titulaire à l'École de criminologie et au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal, ainsi que Mme Gloire Miruo, qui est infirmière praticienne spécialisée en santé mentale à l'équipe santé mentale adulte du CLSC Saint-Michel. Elle fait partie de la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Précisons, avant de confier la parole à nos panélistes, qu'ils n'ont déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel en lien avec cette activité. On serait maintenant prêt à débuter les présentations. Oui, Dr Rousseau a pu se connecter à nous. Bonjour, Dr Rousseau. Très bien, c'est un plaisir d'être avec vous ce midi. Bon appétit à ceux qui mangent en même temps. Et donc, je pense que ce panel intéressant voulait poser la question de l'accueil des réfugiés et de leur santé mentale. Alors, bien sûr, on pense à la guerre, mais on pense aussi à ce qui entoure la guerre, donc dans l'après et dans l'arrivée ici. Alors, je sais que d'autres panélistes vous parleront de traumatisme guerre, ce qui est non seulement important, mais souvent sidérant quand on pense à la guerre. On pense souvent aux traumatismes qui sont importants, mais donc essayons aussi de parler et de ce qui entoure tout cela, donc dans l'accueil, les défis de l'accueil, mais aussi de questions de temporalité. Alors, si on pense à la temporalité, le Canada et notre société est en évolution. Rappelons que dans les années 80, donc pour ceux d'entre vous qui sont vieux comme moi, vous vous rappelez qu'à ce moment-là, le Canada était chef de file en ce qui concerne l'accueil des réfugiés et on en était très fiers. Donc les réfugiés étaient bienvenus, on se voyait comme une société humaine, bienveillante et qui était contente d'accueillir les réfugiés. Or, lors des grandes arrivées de réfugiés syriens, mais aussi par la frontière, ce qu'on appelle les réfugiés irréguliers, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas aux frontières canadiennes
sans passer par un pays tiers, hein, on a eu une hausse de crimes et incidents haineux à Montréal qui était exactement collée à ces vagues d'arrivée des réfugiés. Et qu'est-ce que ça nous disait? Ça nous disait que les réfugiés n'étaient pas forcément bienvenus. Et ça, ce n'était pas restreint effectivement au Québec. Ça s'accompagnait de crimes et incidents haineux contre les réfugiés, par exemple un incendie dans un site d'hébergement, en Ontario aussi. Donc quelque chose qui est pan-canadien, je dirais même pan-américain. Alors, ça pose la question, quelle est l'influence de ce climat pour les réfugiés qui passent donc de personnes qui sont des victimes et pour lesquelles on a de l'empathie à un statut où on peut les considérer comme des criminels. Et certaines personnes, donc Weiser en particulier, avaient montré que la discrimination vécue dans le pays hôte, donc ici, avait plus d'impact pour la santé mentale des réfugiés que le trauma prémigratoire. Donc c'est important. Il ne s'agit pas juste de se dire est-ce qu'ils ont vécu des horreurs et des traumatismes de guerre, mais est-ce qu'ils se sentent en sécurité quand ils arrivent ici? Est-ce qu'ils sont bien accueillis? Est-ce qu'ils peuvent rétablir une certaine sécurité émotionnelle? Alors, au niveau institutionnel, ça se traduisait, et malheureusement, ça se traduit encore, par un accès très réduit aux services sociaux et de santé. Pas du tout évident d'avoir un accès aux services. Et là, il y a une différence avec les réfugiés qui arrivent d'Ukraine. Et on peut se demander pourquoi, à un moment donné, où vous savez qu'on a aussi en ce moment une nouvelle vague très importante, donc des milliers de réfugiés qui passent la frontière américaine pour se réfugier ici. Mais les Ukrainiens sont blancs, sont européens, et notre capacité d'empathie pour les gens qui nous ressemblent au niveau de la majorité est beaucoup plus grande que pour ces étranges, donc ces autres, face auxquels nous pouvons avoir plus de préjugés et plus de doutes. Donc vous voyez, c'est très très important de voir qu'on a, et en ce moment même, des grandes inégalités en termes de l'accès aux soins et aux services. Et par là, je ne veux pas du tout dire qu'il ne faut pas donner un accès aux soins aux Ukrainiens. Bien sûr qu'il le faut et que le drame qu'ils vivent est terrible, mais se dire, est-ce que ça ne nous invite pas à repenser cet accès pour les autres réfugiés aussi? Alors, vous vous rappelez certainement de cette photo donc, qui touchait la question des morts en Méditerranée. Et ça touchait aussi, donc vous voyez dans cette caricature, le rôle de nos pays qui se veulent bienveillants, dans ce cas-ci de l'Europe. Mais on peut poser la même question par rapport au Canada ou aux États-Unis. Donc finalement, comme cliniciens, quand nous voulons accueillir les réfugiés, il y a d'un côté l'accueil individuel que nous pouvons donner, mais il y a aussi tout ce rôle de plaidoyer pour dire est-ce que ces personnes que nous accueillons sont traitées avec équité? Est-ce que certains sont mieux traités que d'autres? Et comment nous nous assurons que le contexte social dans lequel ils arrivent est bienveillant? Alors, le mythe du phénix, les anciens mythes de résurrection, qui sont finalement des métaphores de la reconstruction post-traumatique, indique, comme dans cette gravure, que le phénix ne renaît pas tout seul n'importe où. Il renaît souvent dans son nid, donc une métaphore de la famille, et il s'apprend un environnement bienveillant ou calme, donc une forêt tranquille, pour que les cendres ne soient pas dispersées. Donc la même chose s'applique pour les réfugiés, en pensant que la résilience qui va permettre cette reconstruction post-trauma provient des forces personnelles, de facteurs familiaux, mais est aussi ancrée dans le collectif et le sens attribué à l'adversité. Et finalement, qu'elle peut refléter la forêt, donc des conditions environnementales qui peuvent être favorables ou défavorables et qui ont énormément d'importance. Si on pense très rapidement aux facteurs collectifs de résilience, bien, le sens donné au trauma, et dans ce cas-là, si vous pensez à Primo Levi, donc le devoir de mémoire, quelquefois la mémoire est un facteur collectif de la reconstruction, du témoignage et donc de mouvements collectifs de reconstruction et de solidarité. Dans d'autres cas, on pense au Boat People,
la mémoire n'est justement pas une obligation. Et là, on rentre plus en contradiction avec nos modèles thérapeutiques qui sont centrés sur le trauma. Donc, vous voyez, la culture et les outils qu'elle donne pour passer au-dessus du trauma peuvent converger avec nos modèles théoriques et cliniques ou au contraire s'en éloigner. Enfin, pour d'autres situations, et là je pense aux mineurs non accompagnés qui viennent de Somalie en particulier, la construction du départ, du voyage comme trajectoire développementale favorisée peut s'avérer protectrice pour des enfants qui se retrouvent justement seuls dans un processus de migration. Bon, si rapidement, donc c'est juste pour vous donner finalement cette idée que ces facteurs collectifs et communautaires peuvent converger avec nos modèles cliniques, mais ces modèles cliniques sont construits dans des cultures particulières et ont quelquefois des tâches aveugles par rapport à d'autres facteurs de résilience communautaire. Facteurs familiaux de résilience, donc la communication intrafamiliale qui est bien évidemment très importante, les questions d'attachement qui sont réactivées lors des événements traumatiques. Pour les enfants, la santé mentale des parents, la santé mentale des conjoints est essentielle dans les processus de reconstruction et des dynamiques de cohésion et de conflit qui peuvent être soit améliorées par le stress, soit au contraire se détériorer, bon, comme on a vu pour nous ici au cours de la pandémie. Donc, tout un environnement familial qui est extrêmement important. Donc, qu'est-ce que tout ça nous dit? Ça nous dit qu'une approche de santé publique, et là je vous montre, mais il y en a d'autres, le modèle ADAPT qui est proposé par Derek Silovey donc en Australie, qui a aussi été repris par Molika, finalement est essentiel. C'est de se dire qu'avant même de considérer des soins spécialisés ou une thérapie, ce qui est un peu notre apanage en santé mentale, il faut essayer de penser, est-ce que l'assistance dans ces 5 sphères qui ont été donc identifiées par la recherche est disponible et adéquate? Alors, le premier système adaptatif, c'est celui de la sécurité. Il est essentiel. Donc, est-ce que les personnes, quand elles arrivent, se sentent en sécurité? Par exemple, pour les demandeurs du statut de réfugié, tant que l'asile n'est pas confirmé, eh bien, ils restent en danger de mort, en danger d'être déportés vers un pays où ils peuvent subir la persécution et quelquefois des violences extrêmes. Alors, promouvoir la sécurité personnelle et sociale devient à ce moment-là donc quelque chose qui s'impose en premier lieu. C'est important, par exemple, si vous pensez aux enfants, aux enfants qui arrivent dans les écoles, par exemple les enfants ukrainiens ou les enfants qui arrivent du Nigeria ou d'Afrique ou d'ailleurs. Donc, ces enfants, pour qu'ils se sentent en sécurité dans les écoles, ça va prendre un certain temps. Des processus comme une évaluation rapide de leurs capacités risquent de les mettre souvent en situation d'échec quand ils ne sont pas déjà en sécurité, et en tout cas en état de déséquilibre. Et donc, par exemple, une des choses qu'on va recommander dans le travail en santé mentale avec les écoles, c'est de dire attendez au moins 6 mois avant de procéder à une évaluation plus poussée du potentiel académique d'un enfant. Évidemment, s'il y a un potentiel académique bien établi, vous allez mettre l'enfant dans une classe qui correspond à son niveau. Mais si vous n'êtes pas sûr et si vous pensez qu'il y a des difficultés, cette idée d'attendre que l'enfant soit en sécurité avant de faire une évaluation va contribuer à son sentiment de sécurité. Ça veut dire aussi, au niveau de nos politiques, restaurer les liens et les liens familiaux. Donc, toute la capacité de faire le deuil des personnes qui sont mortes ou qui n'ont pas pu être avec la famille et d'essayer de travailler à la réunification. Donc, point particulièrement important dans le cas de l'Ukraine, étant donné que vous savez que beaucoup de papas et d'hommes de la famille sont restés en arrière et que c'est beaucoup les femmes et les enfants qui sont venus tout seuls. Or, ce qu'on sait historiquement,
c'est que les enfants qui sont restés durant la Deuxième Guerre mondiale sous les bombardements à Londres s'en sont tirés mieux malgré le traumatisme que ceux qui ont été séparés de leurs parents et envoyés à l'extérieur en sécurité. Donc, pensez encore une fois qu'ici, qu'est-ce que ça veut dire dans ces conditions et pour chaque famille de restaurer les liens familiaux, entre autres, et ça, je pense que la Pologne le fait très bien en ce moment, ça veut dire avoir accès à des cellulaires et à une communication continue avec la famille. La justice et les droits humains, donc c'est l'accès à l'équité. On pourrait y revenir, mais je pense que ce sera abordé aussi par certains des présentateurs. Les rôles et l'identité. Donc, comment est-ce que les réfugiés peuvent se retrouver un rôle en termes de travail, en termes d'études, en termes de leurs rôles parentaux aussi, au sein de notre société haute. Tout ça fait vraiment partie des besoins de base. Donc là, vous voyez, on n'est pas encore dans le traitement des désordres reliés au stress. Hein. Et finalement, la capacité de donner un sens, donc de redécouvrir et de réétablir des liens en termes culturels, en termes religieux. Là aussi, il y a beaucoup de recherches qui montrent que c'est extrêmement protecteur et de s'établir en continuité, quelquefois en décalage, avec des valeurs, une tradition et une histoire. Donc, vous voyez, penser avant même une thérapie qui s'adresse directement au trauma, à rétablir des systèmes adaptatifs qui vont permettre et qui sont souvent suffisants pour permettre un rétablissement ici. Et peut-être je veux terminer en repensant les priorités par une approche, et là je m'inspire du NICE, donc les lignes directrices en termes d'excellence clinique du Royaume-Uni. Donc, une approche qui cible des phases spécifiques de l'établissement des réfugiés. Donc, la première phase, et c'est là-dedans qu'on est pour les réfugiés qui arrivent en ce moment et certainement ceux qui arrivent d'Ukraine, c'est d'assurer la sécurité de base. Donc, vous voyez, ça revient au grand domaine adaptatif de Silovey, donc le statut migratoire, l'hébergement, l'éducation, la santé, l'emploi, et éventuellement les premiers soins psychologiques, mais donc des premiers soins qui ne sont pas centrés sur le trauma. Bon, si les gens veulent parler du trauma, c'est possible, mais qui s'adressent plus à un état de stress aigu. Or, au niveau du ICD-11, contrairement au DSM-5, le stress aigu n'est plus considéré, ne sera plus considéré comme pathologique. Et donc, durant le premier mois, quand les personnes arrivent, on considère qu'ils sont en stress aigu et on va donc rassurer, contenir, rétablir des routines, rétablir des liens sociaux et un environnement bienveillant, mais on n'est pas dans un travail d'élaboration du trauma. On normalise la détresse en attendant de voir si elle persiste ou non. Et dans la plupart des cas, on a finalement une résolution spontanée. Les 2 premières années, ça fait aussi partie de ce qui commence durant la première phase. Ce qui est important, et là on est dans les chaînes de réactions négatives, donc après un trauma ou des pertes, c'est la question de l'intégration sociale et le fait de reconstruire une vie qui fait du sens ici pour chacun des membres de la famille. Dans ce cas-là, pour tout ce qui est des jeunes et des enfants, et c'est très très important pour les parents, il s'agit d'intervention à l'école. Et finalement, la deuxième phase va comprendre des interventions plus spécialisées, c'est là que vous entrez en scène si vous êtes clinicien, et que ces interventions doivent tenir compte de la compétence culturelle, mais aussi de la sécurité culturelle des personnes à qui on apporte des soins. Et ça implique qu'on se forme à cette sécurité culturelle, donc à quelque chose ou à une perspective qui nous permet de questionner nos données probantes qui ont souvent été établies surtout sur des populations nord-américaines et européennes. Alors, je termine avec ce dessin d'un petit garçon africain, réfugié, qu'il avait fait dans un centre d'hébergement des demandeurs d'asile lors d'une des grosses vagues qu'il y avait eu. Et pourquoi je le montre à la fin? Bon, parce que ça montre comment un groupe qu'on oublie
très très souvent, c'est-à-dire les tout petits, peuvent être affectés par le trauma et en parler. Donc, ce petit garçon dessinait toujours furieusement quelque chose qui est difficilement identifiable et il n'avait pas beaucoup de mots d'anglais, mais il disait fire, fire, donc le feu, le feu. Et quand ceux qui animaient l'atelier, donc c'était un atelier de premier soin psychologique, hein, d'expression et de jeu pour les enfants, lui avaient demandé ce qui se passait ou si on pouvait éteindre le feu, il avait dit le feu est dans la cuisine et il avait continué en disant et il y a du sang partout. Et donc finalement, ce que les intervenantes à ce moment-là avaient compris, c'est que dans des mots de 4 ans, des tout petits mots, il exprimait qu'il avait vu beaucoup de choses qui étaient quand même difficiles et qu'il avait besoin de les partager. Donc je vous mettais ça pour dire les premiers soins psychologiques sont importants et il faut les mettre en place précocement. Ça n'est pas vraiment un travail d'élaboration du trauma. Et n'oubliez pas les tout petits. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Rousseau. Alors, ce qui témoigne là, de l'importance du travail de la première ligne, donc autant de la première ligne des services publics que du... Ah, bonjour, on vous voit. J'ai réussi, je ne sais pas pourquoi. Autant donc de la première ligne des services publics que des services communautaires là, qui ont une très, très grande importance là, dans le domaine de l'accueil des personnes immigrantes et réfugiées. Nous allons donc poursuivre avec justement un exemple d'intervention en première ligne, mais cette fois-ci, intervention en ligne en santé mentale avec Mme Mirouho. Je vous laisse partager votre écran et prendre la parole. Alors, la santé mentale de personnes réfugiées ayant connu la guerre, mieux comprendre les impacts pour adapter nos pratiques. Moi, je vais vous parler du volet soins critiques sous l'aspect de la demande d'aide et adaptation de pratiques dans un contexte interculturel et c'est en lien avec les interventions en première ligne. Alors, dans notre SUS, les interventions dans un contexte interculturel sont offertes en première ligne comme en deuxième ligne. En deuxième ligne, elles sont offertes principalement à l'hôpital Jean Talon et à la clinique transculturelle pédiatrique de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où les intervenants assurent un suivi et utilisent l'approche d'ethnopsychiatrie selon les modèles de la France. Mais les besoins étant énormes, la création d'autres cliniques pourrait être vraiment souhaitable. Par ailleurs, dans les interventions dans un contexte interculturel qui sont offertes en première ligne, sont principalement les suivis et la prévention. La plupart des immigrants qui arrivent présentent des traces de traumatisme. Pour leurs difficultés et leurs besoins, ils s'adressent principalement aux CLC, aux organismes communautaires et aux écoles, mais les problèmes pour les intervenants se posent. Comment les intervenants vont répondre à leurs problèmes, à leurs besoins? Alors, pour répondre aux besoins de cette population immigrante qui d'ailleurs augmente de plus en plus, les intervenants doivent tenir compte de leur histoire, de leur culture, aussi de leur processus migratoire. Mais les intervenants vont assurer non seulement le suivi, mais aussi la prévention auprès de cette population immigrante qui peuvent être de première génération, de deuxième génération ou même de troisième génération. Mais alors, la première ligne n'est pas vraiment formés suffisamment pour répondre à ces besoins-là. Ainsi, les services offerts sont des services qui sont peu ou pas adaptés à la réalité immigrante. Donc, le défi pour les intervenants est d'intervenir en santé mentale en tenant compte de la culture des clients, mais pour ce faire, ils ont besoin de la formation en intervention interculturelle, d'où l'idée de la naissance et l'idée même de la mise au pied d'un autre projet d'autogestion chez les immigrants au CLC de Saint-Michel. Je vais vous parler de la mission de CLC. En effet, au niveau du CLC, il faut savoir que c'est le groupe qu'on a mis en place, c'est un groupe d'autogestion dans un contexte interculturel offert au CLC à Saint-Michel qui permet
d'adapter les services offerts en fonction des caractéristiques de la population du territoire et aussi d'adapter l'offre des services d'auto-soin à la clientèle du territoire en s'appuyant sur le PQPTM, qui est le programme québécois pour les troubles mentaux. Donc, nous avons adapté le PQPTM en fonction de la réalité du territoire du Saint-Michel. Pour ce faire, nous avons jugé utile de donner quelques caractéristiques et réalités du quartier Saint-Michel. En parlant des caractéristiques de réalité du quartier de Saint-Michel, les statistiques selon les données de la ville de Montréal de 2016 ont relevé que Saint-Michel, c'est un quartier de grande diversité culturelle avec 50% de la population qui est immigrante, 39% de la population est francophone, puis il faut dire que 6% de cette population-là ne parle ni français ni anglais. Un petit mot sur l'immigration. L'immigration vient donc avec une multitude de défis, non seulement chez l'individu, mais aussi à la famille tout entière, mais même aux groupes sociaux ainsi qu'à la société d'accueil. Vivre tous ces défis peut être une source de détresse. Une détresse psychologique de l'individu comme une détresse aussi auprès de la famille, ce qui peut être à la base de troubles mentaux. Tout ceci va constituer en fait un défi pour l'intervenant qui parfois n'est pas suffisamment outillé pour intervenir auprès de cette population immigrante. Mais néanmoins, il faut savoir quand même que l'immigration n'est pas toujours négative. Elle comporte des possibilités d'enrichissement et de nouvelles perspectives. Même si l'immigration n'est pas toujours négative, mais elle a des effets sur la santé mentale. En effet, à l'arrivée, il y a des chocs culturels qui s'accumulent, mais aussi il y a une désillusion concernant les pays d'accueil. Il y a une certaine prise en charge une prise de conscience de la différence. Il y a un deuil du pays d'accueil qui est là présent aussi et tant d'autres choses. Mais dans tout cela, les personnes les plus à risque sont des réfugiés et ainsi que les demandeurs d'asile compte tenu des événements difficiles qu'ils ont vécus, puis du stress rattaché à leur parcours pré-migratoire, puis aussi de la marginalisation, de la non-appartenance, du déracinement, de la confusion et de l'incertitude face à l'avenir. En effet, en fait, l'immigration peut être volontaire, mûrie, motivée ou forcée. Puis, elle peut engendrer à la fois des pertes énormes, des gains pour l'individu et la famille. Elle est vécue de façon différente par l'individu. Et l'expérience dépend non seulement du bagage culturel, social, politique, économique, mais aussi du bagage familial. Mais les défis qui vont se poser, c'est les défis liés au parcours migratoire qui peut engendrer des problèmes mentaux, notamment la dépression, les troubles d'adaptation et l'anxiété. D'où l'importance, au fait, d'adapter nos pratiques. Les soins en première ligne. Les soins en première ligne doivent être des soins adaptés. Comme on l'a vu, les personnes immigrantes ou les immigrants en général, quand ils ont des difficultés, de besoins, ils viennent d'abord demander de l'aide en première ligne. Puis, si les services ne sont pas adaptés, c'est sûr qu'on ne va pas répondre à leurs besoins. Or, on est en train de voir qu'il y a de plus en plus une augmentation importante de la population immigrante avec les problèmes géopolitiques. À CLSC de Saint-Michel, après avoir remarqué l'écart entre l'offre et les besoins de services chez les immigrants, nous avons eu l'idée d'adapter les services, d'où la naissance du projet avec la mise au pied du groupe interculturel d'auto-soins en réponse à cet écart entre l'offre et les besoins observés. En ce qui concerne le fondement du projet, en fait, on utilise une approche adaptée pour l'offre de services auprès de la population immigrante. Et c'est une approche, en fait, qui a une double lecture, à savoir une lecture psychodynamique des problèmes et une lecture anthropologique. Ces deux lectures doivent se faire
ne doivent pas se faire en même temps, mais néanmoins, ce sont des lectures qui doivent être nécessaires et elles sont complémentaires. En faisant cette double lecture, on va considérer la personne dans sa globalité. On va tenir compte de l'offre de services qui va s'appuyer non seulement sur la langue de la personne, mais aussi, il va aussi considérer son parcours migratoire, il va considérer ses valeurs, il va considérer sa culture, il va considérer ses croyances, il va considérer la personne vraiment dans sa globalité, ce qui va être adapté à ses besoins. Les avantages de ces approches est qu'elles sont mieux adaptées à la population immigrante. Puis, ce sont des approches qui tiennent compte de la diversité familiale. Elles permettent aussi des interventions personnalisées, puis elles amènent l'intervenant à se questionner sur les éléments stresseurs, les troubles mentaux, la maladie, la santé mentale, les enjeux, les changements dans les repères culturels et tant d'autres. Puis, elles permettent également à la famille immigrante de prendre une part active dans la prise de décisions thérapeutiques. Mais les défis pour l'intervenant demeurent être en mesure de se trouver en harmonie avec la culture étrangère afin de créer une alliance thérapeutique avec la personne, la famille, et d'adapter ces interventions en tenant compte de l'aspect culturel ainsi que les services efficaces d'auto-soin. Alors, en résumé, je vais en fait vous présenter les groupes interculturels d'auto-soin offerts à Saint-Michel. En fait, la clientèle ciblée, ce sont des adultes de première et deuxième génération, puis les groupes comptent à peu près 10 à 12 participants. Les critères d'admission et portée de l'usager sont les suivants. L'adulte de première, la clientèle, ce sont les adultes de première et deuxième ligne. Ils doivent être des résidents ayant un problème de santé mentale, puis résidents dans les 3 RLS, Saint-Michel, Lucille Tisdale, le PDI. En fait, on dessert tous les CIUS. Puis, en fait, on est en train de regarder comment on peut aller joindre d'autres patients dans les organismes communautaires, quelque chose qu'on a commencé à envisager. Les usagers doivent avoir comme symptômes mentaux suivants la dépression, l'anxiété généralisée ou troubles paniques. Ils doivent avoir troubles d'adaptation. La sévérité des troubles doivent être légère ou moyenne avec peu ou pas ou avec peu d'impact sur le fonctionnement. Comme critère d'exclusion, il n'est pas recommandé d'orienter les usagers souffrant de troubles mentaux ci-dessous dans les groupes. L'usager ne présentant des troubles sévères, des troubles d'adaptation, un usager ayant un état de crise ou de désorganisation, un diagnostic de troubles de stress post-traumatique, des troubles de personnalité, puis les troubles obsessionnels compulsifs. Les groupes s'étalent sur 5 semaines en raison d'une rencontre par semaine. Les thèmes suivants sont discutés dans les groupes. La première semaine, on parle de mieux connaître les troubles mentaux et les stress en lien avec les éléments culturels et migratoires. La deuxième semaine, on parle de se consolider dans sa culture et faire face aux défis de perte des repères culturels. La troisième semaine, on parle de la gestion des stress dans les périodes plus critiques de l'adaptation post-migratoire. Les périodes plus critiques de l'adaptation post-migratoire sont énormes pour cette population-là. Puis, on leur donne des outils, on discute de la gestion des stress en lien avec ces périodes-là. La semaine 4, on parle de mon réseau social, la communication familiale et les habitudes de vie. Puis, la 5e semaine, qui est la fin la fin du groupe, on parle du bilan de suivi. En fait, on permet à la personne d'identifier ses forces et ses moyens pour lui permettre d'avoir une adaptation réussie dans le pays d'accueil. Le groupe est animé par moi-même et une collègue travailleuse sociale. Puis, le groupe se donne sous le format d'atelier
et l'intervenant a pour rôle, au fait, de guider, accompagner, faciliter, stimuler l'usager à trouver son chemin vers le rétablissement. L'intervenant aussi est là pour soutenir l'usager dans la mise en place des moyens lui permettant de s'engager dans ces cheminements, puis il favorise aussi la connaissance de soi. Il permet aussi de favoriser les sentiments de compétence de l'usager, puis l'intervenant favorise également la résolution des difficultés en donnant à la personne, la famille, des outils nécessaires pour améliorer son état de santé mentale. Puis l'intervenant aussi, il cherche à optimiser les stratégies privilégiées par l'intervenant. Alors, jusque-là, nous avons déjà offert 2 cohortes et pour ce faire, nous faisons des évaluations des services offerts pour chaque cohorte à l'aide des questionnaires d'appréciation des symptômes d'anxiété, les GAT-7, puis les questionnaires d'appréciation des symptômes de dépression, les PHQ-9, les questionnaires d'appréciation des symptômes de l'adaptation relative aux activités sociales et au travail. Puis on a mis un questionnaire aussi bilan à la fin du groupe sur les sacs à outils. Suite à l'évaluation, on remarque chez les participants que leurs symptômes sont apaisés ou stabilisés. On remarque aussi qu'ils acquièrent aussi une certaine confiance en soi, puis ils retrouvent un certain niveau de fonctionnement. On remarque aussi à la fin du groupe qu'ils reprennent le pouvoir, puis ils croient qu'ils peuvent aller mieux. Puis ils ont aussi une meilleure connaissance des ressources et du système de santé, puisqu'on les donne à la fin du groupe une liste des ressources et des systèmes selon les besoins de chacun. Puis on peut remarquer avec l'évaluation qu'on passe à la fin du groupe que les services répondent réellement aux besoins de la clientèle. Mais néanmoins, ils préfèrent ou ils demandent constamment que si ces services pouvaient être offerts aux nouveaux arrivants, ça pourrait améliorer leur adaptation. Puis ils demandent également aussi qu'ils aimeraient que la durée du groupe soit plus étendue que 5 semaines pour qu'ils puissent avoir vraiment un espace de discussion. Donc, c'est vraiment les services qu'on offre à notre population migrante au niveau de la population de CLSC de Saint-Michel. Merci. Merci beaucoup, Mme Méruau. Ça fait un bon tour d'horizon de l'adaptation de ce programme dans les services de santé mentale de première ligne. Je laisserai la parole maintenant à M. Stéphane Gay, qui, lui, va nous présenter un état des connaissances sur le trauma et les approches qu'on peut adapter pour les personnes réfugiées. Hello. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette invitation. Je passais après 2 excellentes présentations, c'est toujours difficile. Alors, je vais essayer de bien rendre la matière, en fait, puisque, dans le fond, mes 2 prédécesseurs ont bien parlé de l'adaptation de ce qu'on doit faire comme intervention auprès des personnes réfugiées. Dans mon cas, je vais revenir un petit peu plus dans une position un peu plus focusée sur le stress post-traumatique et simplement vous décrire comment est-ce que cela peut se présenter si effectivement donc une personne réfugiée, notamment de l'Ukraine, viendrait dans vos services. Alors, je suis donc co-directeur du Centre d'études sur le trauma. Voilà maintenant 20 ans que je fais de la recherche sur le stress post-traumatique. Donc, je vais jouer le rôle, en fait, de vous expliquer ce qu'est le stress post-traumatique et éventuellement, afin de pouvoir le reconnaître puis éventuellement bien l'évaluer en fonction, évidemment, de certaines réalités associées au fait d'être réfugié. Alors, le stress post-traumatique est un diagnostic qui fait partie depuis 2013 d'une nouvelle famille là, qui s'appelle les troubles liés à des traumatismes et à des stresseurs. Donc, vous doutez bien que le fait de vivre la guerre, comme c'est le cas actuellement en Ukraine, peut mener à l'un ou plusieurs des troubles faisant partie de cette famille-là, notamment les éléments 1, 2 et 3, donc troubles de stress post-traumatique, état de stress aigu et troubles d'adaptation.
Donc, je vais surtout focuser aujourd'hui sur le trouble de stress post-traumatique. Mais comme l'a dit tout à l'heure le docteur Rousseau, donc les gens peuvent aussi avoir des manifestations d'état de stress aigu qui surviennent donc relativement tôt, évidemment après la survenue des événements, donc moins d'1 mois, et sinon aussi des troubles d'adaptation également qui peuvent mener à de l'anxiété, de la dépression et d'autres symptômes là, qui sont dans le spectre du stress post-traumatique. Alors, qu'est-ce que le trouble de stress post-traumatique? Tout d'abord, donc, il y a un critère qui est nécessaire pour pouvoir être, disons, présenté et être diagnostiqué avec un TSPT. Il s'agit d'avoir été exposé à un ou plusieurs des événements suivants, donc mort ou menace de mort, blessure grave ou menace de blessure grave et ou délit sexuel ou menace de délit sexuel. Dans le cas de l'Ukraine, si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe, bien, évidemment, les personnes peuvent avoir été exposées à l'une ou plusieurs de ces formes-là. Bien entendu, associées à des bombardements, si on y va avec la forme la plus intense. Donc, bombardement qui serait survenu, donc, physiquement près de nous, que ces gens-là puissent avoir été blessés ou encore avoir passé proche d'être blessés. Mais on a aussi, bien sûr, nous savons qu'il y a eu aussi des délits sexuels qui ont été commis et toutes sortes d'autres blessures qui ont pu survenir dans le cadre de cette situation. D'autre part, on peut aussi donc vivre ces événements-là de différentes manières, soit directement, comme je le viens de l'énoncer, mais aussi on peut en être témoin ou encore apprendre que l'événement s'est produit à un ami proche ou à un parent ou encore vivre une exposition répétée ou extrême aux détails de l'événement. Alors, vous doutez bien ici encore une fois que les personnes actuellement en Ukraine sont à haut risque d'avoir été exposées à plusieurs de ces scénarios. Je vous ai nommé des expositions directes, mais le fait d'être témoin, évidemment, de voir une autre personne, par exemple, mourir ou être blessée, par exemple, suite à un bombardement, être un proche qui habite même ici Montréal et qui a sa famille, en fait, en Ukraine, ou encore quelqu'un qui habitait là-bas et qui entend parler, évidemment, de gens qui ont été plus près des bombardements. Alors, ces types d'expositions-là sont extrêmement susceptibles de conduire à d'autres symptômes, notamment à l'apparition de symptômes de stress post-traumatique, notamment, que je vais vous décrire ci-après. Alors, il y a 4 grandes catégories selon le DSM et ça ressemble beaucoup aussi à ce qu'on voit dans l'ICD, donc en termes de catégories de symptômes. Donc, on parle de réexpérience du traumatisme, d'évitement persistant associé au traumatisme, de perturbation sur le plan des pensées et des émotions et aussi donc d'hyperactivation du système nerveux. Alors, on va regarder spécifiquement de quoi ça a l'air pour chacune de ces catégories. En termes de réexpérience, donc je ne porterai pas trop attention aux critères, disons, nécessaires pour pouvoir rencontrer, disons, le diagnostic, mais plutôt de passer au travers des différents symptômes qui peuvent être donc représentatifs d'un stress post-traumatique. Donc, des souvenirs récurrents, intrusifs ou involontaires qui génèrent de la détresse, évidemment, donc repenser à des scènes de l'événement ou même imaginer des scènes qui ont pu se produire même sans avoir été présents. Faire des rêves, ensuite, ou des cauchemars, bien sûr, des réactions dissociatives ou encore ce qu'on appelle les flashbacks, où on se sent comme si l'événement se reproduisait. Et également, donc, une détresse intense et prolongée associée à des stimuli qui peuvent être évidemment des images, donc internes ou externes. Alors, imaginez évidemment tout de bombardement ou d'odeurs ou encore d'éléments visuels qui peuvent être associés donc aux événements auxquels les gens ont été exposés et qui vont réagir fortement donc lorsqu'ils vont être réexposés à ces stimuli-là. Deuxièmement, l'évitement persistant, donc des stimuli associés au trauma. Alors,
une des choses qui se déroulent lorsque les gens ont le stress post-traumatique, c'est notamment de vouloir éviter donc cette souffrance. Alors, ce qu'ils vont faire, évidemment, c'est qu'ils vont éviter d'y penser ou encore d'en reparler. Ou encore de revisiter les endroits où c'est arrivé, puisque cela, en fait, permet de se soutirer donc d'une certaine douleur psychologique ou émotionnelle. Troisième catégorie, altérations cognitives et émotionnelles, donc qui ont débuté donc avant ou après l'événement, et puis donc on peut retrouver comme étant sous forme de l'incapacité à se rappeler d'un événement important, donc une forme d'amnésie partielle. Des perceptions négatives persistantes ou exagérées de soi, des autres ou du monde. Quelque chose qu'on voit fréquemment, par exemple, chez les réfugiés de guerre qui ont vécu de nombreuses années en étant exposés donc, aux conflits armés qui ont pu survenir dans leur pays et qui en viennent évidemment à avoir une autre, je dirais, une perception, disons, plus négative de soi, des autres et du monde. Se blâmer par rapport aux causes ou aux conséquences des événements. Ensuite, avoir un état négatif envahissant, de peur, d'horreur, de colère, de culpabilité ou de honte. Toutes des choses qui peuvent être évidemment fréquentes et qui peuvent varier dans le temps. Alors, parfois, on peut vivre, les personnes peuvent rapporter plus de peur ou d'horreur et à d'autres moments de la culpabilité ou de la honte ou de la colère. Une perte d'intérêt dans la participation marquée pour des activités importantes, un sentiment de détachement émotionnel ou d'éloignement des autres, donc, et une incapacité persistante à ressentir des émotions positives. Et finalement, en termes de dernière catégorie, disons, de symptômes, on parle des symptômes persistants d'activation neurovégétative, donc des symptômes qui sont peut-être particulièrement fréquents, plus fréquents chez les populations de réfugiés. Donc, une forme d'irritabilité qui peut se transformer en agression ou en fait en crise de colère. Certains comportements imprudents, autodestructeurs. J'attire particulièrement votre attention sur les 3 à 6, en fait, qui sont parmi les symptômes les plus rapportés là, de ce qu'on peut voir dans la littérature chez les réfugiés. Donc, l'hypervigilance, autrement dit, cet éveil du système nerveux central qui est constamment, disons, à l'affût d'autres événements qui pourraient survenir de nouveau. Des réactions de sursaut exagérées qui sont souvent associées à l'hypervigilance, des problèmes de concentration et des problèmes de sommeil également. Alors donc, tout ça doit mener à une détresse puis une altération significative du fonctionnement. Ceci dit, ces symptômes-là qui sont la liste, disons, officielle, ne se présentent pas toujours de cette façon-là chez les personnes qui viennent d'autres cultures, par exemple. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que, tout particulièrement, les symptômes de sommeil et de douleur ou de somatisation seraient parmi les plus fréquents et peut-être rapportés en termes de description de difficultés par les personnes avec qui vous pourriez être en intervention. Donc, je termine en vous donnant peut-être ici quelques éléments, disons, un peu plus concrets pour intervenir. Donc, et l'idée ici, c'est de pouvoir dépister donc, le stress post-traumatique s'il est présent. Alors donc, et il y a un instrument donc, qui permet en fait de pouvoir dépister à l'aide de 4 questions. Et s'il y a 3 des 4 questions qui sont répondues positivement, donc il y a une probabilité élevée d'avoir un stress post-traumatique qui est associé. Donc, avez-vous eu des cauchemars à propos d'un événement que vous avez vécu? Avez-vous fait de gros efforts pour ne pas y penser, pour éviter des situations qui vous le rappelaient, l'événement? Avez-vous été constamment sur vos gardes et hyper vigilant ou avez-vous surtout sursauté facilement? Et quatrièmement, avez-vous de la difficulté à ressentir des émotions ou l'impression d'être détaché des autres, de vos activités ou de votre entourage?
Donc, avec un très court questionnaire de dépistage comme celui-là, on a une probabilité donc d'identifier les gens qui sont à haut risque là, avec un pourcentage d'autour de 90%. Bien sûr, plus loin, si on veut pouvoir, disons, un peu mieux quantifier l'intensité des symptômes, on peut utiliser un questionnaire comme le Post-Traumatic Checklist, donc qui a été adapté pour le DSM-5. Vous pouvez le retrouver donc sur le site CO, donc sur le site notamment du Centre d'études sur le trauma. Et puis, donc, c'est un questionnaire qui permet de pouvoir comptabiliser donc la présence, l'intensité aussi donc des différents symptômes qui sont dans le DSM-5. Il faut voir qu'un trouble de stress post-traumatique n'est pas, une fois installé, n'est pas nécessairement stable, peut varier dans le temps. Alors, il y a vraiment des profils différents qui ont été identifiés et qui vont nous faire voir en fait des profils qui vont être plus chroniques, des gens qui vont développer sur le tard, c'est le profil delayed. Mais ces deux profils-là que vous voyez dans le haut du graphique, donc, sont ceux qui vont probablement représenter environ 30% au total combinés ensemble. Alors, la majorité, et malgré le fait que les événements vécus peuvent être extrêmement intenses et très dérangeants, vont quand même demeurer résilients assez rapidement ou encore se remettre et donc constituer le groupe Recovery. Alors, ces deux groupes-là ensemble peuvent constituer 60 à 70% des gens qui vont avoir des réfugiés, par exemple, mais aussi de la majorité des gens qui vivent des événements traumatiques. Advenant qu'il y a présence d'un stress post-traumatique, bien sûr, avec beaucoup d'adaptation. Donc, nous devons évidemment toutefois essayer et tenter d'offrir un traitement qui est basé sur des données probantes et qui est efficace, qui est celui qui est le plus efficace pour traiter le stress post-traumatique, soit la thérapie cognitivo-comportementale, et qui peut être adapté donc selon une approche narrative également, c'est-à-dire qui, pour des gens, par exemple, qui vont avoir été exposés durant de nombreuses années donc, et à de nombreux conflits ou à de nombreux événements traumatiques dans leur pays d'origine, peuvent avoir donc besoin aussi donc, de faire je dirais, un traitement ou je dirais, un séjour, en fait, thérapeutique et qui va tenir compte aussi de la chronologie des différents événements, puis qui vont les aider aussi à reconstruire, en fait, le fil conducteur de leur vie et de se redéfinir d'une certaine façon à travers l'ensemble des événements qu'ils ont vécus. Mais si on y va avec les éléments de base que peuvent contenir donc la thérapie cognitivo-comportementale et l'approche narrative dont je viens de vous parler, c'est vraiment tout d'abord de favoriser le retour vers des situations qui sont évitées, essayer de favoriser une perception plus réaliste de l'avenir ou en fait de soi-même ou du monde, surtout une fois qu'ils ont pu quitter évidemment le pays dans lequel ils ont vécu les événements, et améliorer donc la gestion de l'anxiété de manière à ce que les gens puissent redevenir fonctionnels. Ce que ça comporte comme composantes, ce sont des composantes qu'on retrouve de façon généralisée dans la plupart des approches cognitivo-comportementales. Donc, une psychoéducation sur les symptômes qui sont vécus, évidemment adaptés à la réalité culturelle et au contexte des événements que les gens ont vécu dans le pays dont ils sont réfugiés. Apprendre des stratégies de gestion de l'anxiété et finalement adresser, alors de différentes façons évidemment, pas seulement d'une manière à un seul événement, mais bien parfois, la plupart du temps même à plusieurs, donc à une exposition graduelle et répétée et prolongée, et tout ça vient avec une procédure évidemment à suivre de manière à assurer la sécurité émotionnelle des personnes. Et finalement, bien évidemment, aborder toute la question de la prévention de la rechute. Donc,
Voilà, ça fait un tour rapide pour nous laisser la possibilité d'échanger donc sur ce qu'est le stress post-traumatique et éventuellement aussi sur des actions complémentaires à celles qui ont été nommées par mes prédécesseurs pour adresser les difficultés vécues par ces personnes. Merci. Merci à vous, M. Gay. Ça fait un bon tour d'horizon, donc, intervention, l'importance de la première ligne, ensuite les services de première ligne santé mentale et ensuite les services plus spécialisés. On serait rendu à la période de questions. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, c'est un échange entre nos panélistes, selon diverses perspectives, selon vos expertises. Je vais débuter avec, j'ai 2 questions ici de participants. La première, concernant la sécurisation culturelle, en fait, là, on a Mme Diaz qui demande pourriez-vous nous expliquer mieux les formations à la sécurité culturelle du personnel en santé, services sociaux et des écoles? Est-ce qu'il y en a dans l'interculturel? Est-ce que, au niveau, parce qu'on entend beaucoup parler dans le réseau de la santé là, de celles sur la sécurisation culturelle des peuples autochtones et des Inuits. Et qu'en est-il en matière d'intervention interculturelle auprès de personnes issues de l'immigration pour bien les former, pour bien être préparés, pour être bien préparés, c'est ça, formés pour intervenir auprès de cette population? Dr. Rousseau. Peut-être que je peux y aller parce que j'avais mentionné la notion. Donc, la notion de sécurité culturelle est venue s'imposer finalement quand les gens sont aperçus qu'on parlait de compétences culturelles et qu'on pouvait acquérir une certaine sensibilité culturelle ou vouloir adapter nos pratiques, mais ça ne voulait pas dire que la personne en face de nous allait pouvoir nous faire confiance. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de dire, est-ce qu'on peut reconnaître qu'on n'est pas dans un contexte neutre et que nos institutions et qui on est a une importance, un point important pour que la personne en face de nous se sente en sécurité. Ça, c'est d'autant plus important dans des situations où la personne est traumatisée, parce que finalement, la confiance de base, ce qu'on appelle le basic trust, a souvent été ébranlée par le trauma. Et donc, va s'ajouter à la méfiance qui vient du trauma, la méfiance face à d'autres êtres humains qui peuvent être vraiment vilains, la méfiance qui vient des relations de pouvoir face aux minorités à cause de notre race, de notre religion, de notre langue, etc. Donc, passer l'énoncé, et je pense qu'il y a des formations qui circulent dans différents milieux, en éducation et en santé, mais qui sont très limitées, parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on peut faire en une demi-heure et faire check. Je me rappelle avoir vu passer un questionnaire en santé publique durant la pandémie où les gens disaient, pour les gens qui allaient faire les contacts et l'outreach dans la communauté, alors vous identifiez vos préjugés, c'était phase 1, et 2, vous les corrigez. J'aimerais que ce soit aussi simple, mais ça n'est pas aussi simple. Donc, identifier nos préjugés inconscients, ça prend des années, ça prend de nous interroger nous-mêmes. Dans une société où notre Premier ministre, pour toutes sortes de raisons qui lui appartiennent, considère que le racisme systémique, ça n'existe pas, je dirais, on est mal parti. Et là, ce que je veux dire, c'est pas faire de la politique, mais c'est de dire, on est traversé et il faut toujours comprendre nos positions. Nos préjugés sont des défenses, des façons de nous protéger nous-mêmes. L'histoire du Québec n'a pas toujours été facile. Et il y a, soyez-en persuadés, autant de racisme dans le reste du Canada qu'au Québec. Mais interroger nos préjugés face aux réfugiés, face aux sans-abri, par exemple, face aux minorités, face à d'autres groupes religieux, ben c'est difficile. Et ça veut dire, est-ce qu'on est prêt à accepter que pour être en sécurité, des enfants parlent une autre langue dans la cour d'école? Est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on va appliquer nos règles de façon rigide? Est-ce qu'on est... Donc, tout ça, vous voyez comment ça vient au Québec, qu'est-ce qui est le plus sensible? Habituellement, la langue et les questions religieuses, qui sont au cœur de nos débats. Mais avant d'avoir un débat calme, là je ne parle même pas de consensuel, sur ces questions-là, en se disant comment est-ce que ça interroge notre accueil de l'autre
Ben, pour l'instant, ce n'est pas facile. Donc, c'est de se dire, la formation à la sécurisation culturelle devrait, à mon avis, se faire dans une approche autour de situations concrètes qui sont dans nos pratiques et dans une approche qui n'est pas blâmante. Il ne s'agit pas d'imposer une orthodoxie ou une façon de penser, hein, et de se diviser encore entre les woke et les autres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais c'est de se dire quelle est notre histoire, d'où est-ce que je viens et qu'est-ce qui permet à la personne en face de moi de se sentir en sécurité, quelle est ma zone de confort et d'inconfort. Donc, c'est des processus complexes, mais je pense qu'on peut y arriver. Merci beaucoup, Dr. Rousseau. Est-ce que Mme Mirouault, M. Guay aimerait ajouter quelque chose sur cette perspective, sur cette question? Moi, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à cette formation aux intervenants face à la réalité de la population immigrante en général. Moi, si je vois cette question-là, je vois cette question de façon plus large. Je pense que c'est une question qui doit être traitée au niveau du système de la même manière que on cherche à former ou à sensibiliser les intervenants sur la réalité des peuples autochtones. On devrait aussi chercher à sensibiliser les intervenants sur la réalité de la population immigrante. Le problème qui est là, c'est puisque en fait, les intervenants se trouvent en face d'une personne avec ses croyances, avec sa façon de comprendre sa maladie, mais l'intervenant ne comprend pas nécessairement la manière dont la personne devant nous comprend sa maladie. Puis ça prend aussi qu'on soit sensibilisé sur ça, que si on est sensibilisé sur ça, on va mieux intervenir, on va mieux comprendre la personne, puis on va intégrer aussi la personne dans son processus de rétablissement, puis le rétablissement aussi sera plus meilleur que la personne pourrait être perçue. Donc, est-ce que la personne se trouve en confort pour intervenir, pour donner les interventions en lien avec les besoins de la personne réellement? Donc, moi, je pense que ça prend vraiment une sensibilisation de façon plus large, pas de façon vraiment étroite, mais le système devait se pencher sur cette question-là. Merci beaucoup. Monsieur Guay, un petit mot à ce sujet? En fait, j'aimerais peut-être simplement ajouter que ce qui est de en fait, ce qui est de tout le volet concernant, disons, l'adaptation de nos attentes aussi comme intervenants vis-à-vis de ce que ces personnes-là peuvent avoir vécu, doit évidemment précéder toute forme d'intervention spécifique sur des symptômes. Et en soi, ce qui est apporté par Dr. Rousseau et Mme Rouault constitue la base, à mon avis, de l'intervention et de l'approche pour ces personnes lorsqu'on travaille avec ces personnes-là. Merci beaucoup. Une question qui s'adressait à Mme Mirouault, mais je vais l'élargir à tous les trois parce que quand on parle, dans le fond, des notions de santé mentale, hein, nous, on est dans le domaine, c'est notre langage commun, dépression, anxiété, troubles de stress post-traumatique. Comment on doit aborder ces notions-là auprès de personnes qui n'ont peut-être pas justement les mêmes schèmes de conception de des troubles mentaux, des maladies mentales, de la santé mentale en général? Oui, effectivement, quand on est en face de cette population-là, il y a comme une certaine, en tout cas dans la cohorte dans laquelle on fonctionne ou on donne les interventions, il y a une certaine compréhension qui peut être différente. Alors, on cherche à les faire comprendre, au fait, c'est quoi la signification de problèmes de santé mentale. Est-ce que les problèmes de santé mentale, leurs causes sont liées à leur stress de leur parcours migratoire ou les causes exactes de leurs problèmes, c'est quoi? Puis ça permet, dès que la personne comprend les causes de ces problèmes,
il va mieux s'investir aussi dans les interventions qu'on va lui proposer ou qui sont disponibles au niveau du système. Merci beaucoup. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Peut-être simplement les personnes que nous rencontrons qui viennent d'autres pays, d'autres cultures, peuvent partager nos systèmes de connaissances en termes de santé mentale et problèmes de santé mentale, quelquefois mieux que nous d'ailleurs. Si vous allez par rapport à, je pense à l'Amérique latine, ou avoir des systèmes différents, mais ce n'est pas qu'il n'y a pas ces conceptions-là. Donc, ce que je pense qui est important comme intervenant, comme clinicien, c'est d'abord de se décentrer un peu et de voir ce qui pour la personne constitue un problème et comment ils appellent ce problème-là. Donc, la notion de frayeur, donc la notion de peur extrême, finalement, la notion de trauma est universelle. On la retrouve et il s'agit d'aller trouver les mots et de voir comment elle se décline. Par exemple, en Amérique latine, il y a la notion de nervios qui est plus associée finalement aux troubles d'adaptation, donc au stress au quotidien qui peut nous embêter. Il y a la notion de susto qui est beaucoup plus proche d'un stress traumatique ou la notion d'espanto. Donc vous voyez, d'aller demander aux gens, chez vous, dans votre village, dans votre famille, comment est-ce qu'on appelle ça quand on a peur comme ça et qu'est-ce qui constitue un problème? Alors, il faut faire très attention au niveau de ce qui constitue un problème parce que des choses, et ça c'était Richard Dreichmann qui l'avait montré, des choses qui pour nous sont des symptômes typiques, par exemple, de troubles de stress post-traumatique, comme les cauchemars, dans certaines cultures, là je pense au Khmer, au Cambodge, peuvent être le signe du retour des esprits des gens qui sont mal morts. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un syndrome de stress post-traumatique, ça veut dire qu'il faut juste... C'est un peu comme une négociation de savoirs partagés. Nous avons des savoirs qui peuvent être utiles à nos patients. Ils ont des savoirs traditionnels. Personne n'a tort ou raison. C'est de voir comment est-ce qu'on combine ces savoirs-là pour le mieux-être des patients. Et je pense que là, il y a un beau travail d'ouverture et de dialogue à faire. Merci beaucoup. Si je peux en complément, simplement pour moi, et donc que ce soit auprès d'immigrants, de réfugiés ou de personnes qui viennent d'ici, la notion de diagnostic et éventuellement de traitement devient secondaire. D'une certaine façon, il faut se servir en fait de ces définitions diagnostiques pour, lorsqu'on planifie, en tout cas tout particulièrement une intervention psychosociale, comme des guides, en fait, qui vont nous amener à pouvoir échanger sur le sens et qui est donné à l'événement ou aux événements qui ont été vécus par les personnes qui se présentent à nous. Et tout à fait dans le même sens que mes deux collègues en viennent, la présence ou même l'appellation de ce que va être un symptôme va différer beaucoup d'une culture à une autre. Et l'important, en fait, c'est de pouvoir adresser cette manifestation-là évidemment, dans le contexte culturel de la personne et de la signification qu'elle lui donne. Dr Rousseau parlait d'une signification des cauchemars chez les Khmers. Il y a la même chose en Afrique aussi, où est-ce que tout ça peut être perçu comme étant parfois comme une forme de magie, une forme de renaissance, et c'est là qu'il faut le prendre et le regarder tel qu'il est, mais dans les yeux et de la manière dont il est vécu par la personne qui vient nous voir. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette personne-là, si elle vient nous voir, évidemment, c'est qu'elle a besoin d'aide. Et à ce niveau-là, il faut surtout adapter notre aide de manière à ce qu'elle puisse se sentir aidée et éventuellement devenir plus fonctionnelle au fil du temps. Donc, je vais juste dire que j'ai présenté les symptômes dans un cadre très précis, mais ce n'est absolument pas la manière dont il faut travailler avec ces populations-là, à mon avis. Je vais ajouter peut-être quelque chose, Madame Valérie, excuse-moi. Au fait, la prise en charge de cette population en général, vraiment, on doit tenir compte de leur culture, de leur interprétation de leur mal et de leurs croyances, surtout de leur interprétation du mal.
Si on ne cherche pas à comprendre comment eux-mêmes ils interprètent leur mal, on risque de taper à côté, puis on va chercher les bonnes interventions qu'on peut leur donner, mais ça va vraiment pas servir à grand-chose parce qu'on ne comprend pas la même chose. C'est comme deux routes en sens inverse, puis on va pelleter trop fort, mais la personne, on ne cherche même pas à l'aider. Mais si on comprend cette interprétation-là, puis on cherche aussi à être en harmonie avec sa culture, là, on va réellement aider la personne qui y est vraiment en détresse, puis la personne cherche aussi à aller mieux, mais peut-être on ne le comprend pas. Puis chercher à mieux comprendre la personne va être quelque chose de plus bénéfique aussi pour le système, puisque la personne ne va plus tourner en rond, mais il aura des services vraiment bien adaptés à ses besoins. D'ailleurs, c'est ce qui est donné dans notre groupe. Merci beaucoup, Madame Mireau. On a abordé la question de la formation, qui est très importante pour les intervenants là, qui veulent bien accompagner les personnes. Maintenant, j'aimerais vous amener du côté de la recherche. Est-ce qu'il y a des pistes de recherche, des domaines qui mériteraient d'être approfondis, bonifiés, explorés davantage et qui répondraient peut-être à des besoins que vous observez, vous, tant en premiers soins psychologiques, en première ligne qu'en service plus spécialisé? Selon vos propres champs d'expertise ou vos expériences à vous. Est-ce que Stéphane peut Gloire? Je vais dire ça avant, j'aimerais la grande experte. Non, mais en fait, je voyais, et ça rejoint une des questions qui était dans le chat, un des domaines que cliniquement je trouve le plus difficile dans le soin des troubles traumatiques chez les réfugiés, c'est la zone grise, et ce n'est pas du tout évident en termes de diagnostic différentiel, entre trauma extrêmement sévère avec dissociation et psychose. Il y a là une zone grise qui est extrêmement difficile, même en prenant des interprètes, des moyens culturels, etc. Et qui rejoint finalement, je pense que ça fait du sens même à un niveau physiologique, finalement, le fait que nos catégories sont souvent dichotomiques, on est dans quelque chose de catégoriel, et la réalité est probablement plus sur un continuum. Donc, quand est-ce que la réalité et la souffrance psychique deviennent telles qu'on a besoin de déconnecter? À ce moment-là, on est d'abord dans l'évitement, ensuite dans la dissociation, qui est une forme d'évitement assez radical. Mais attention, cette déconnexion de la réalité peut mener jusqu'à la psychose. Et d'ailleurs, dans le syndrome de stress post-traumatique, on a cette présence possible d'hallucinations, mais qui sont reliées au trauma. Bon, rappelez-vous que chez les enfants, ce n'est pas forcément direct. Donc là, il y a une zone grise qui mérite. Pourquoi ça mérite examen et plus de recherche? Bon, une des raisons, et ça, le service de consultation culturelle de Laurence Kiermaier l'avait fait. Dans le service, il faisait une formulation culturelle. Donc, on prend le Cultural Formulation Interview du DSM-5, on fait une formulation culturelle et on voit qu'est-ce que ça change. Et en fait, et ça avait été publié, donc ce que ça changeait, c'est que dans un nombre significatif de cas importants pour des immigrants, ça changeait le diagnostic. Et on passait d'un diagnostic de psychose à un diagnostic de désordre lié au stress. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas le même traitement et ce n'est pas du tout le même pronostic. Et donc, vous voyez, il y a là quelque chose qui est, on pourrait dire, important au niveau théorique, mais qui, au-delà de la théorie, est extrêmement important parce que si, avec toutes les barrières culturelles de langue et autres, on considère et on classifie comme psychotiques des personnes qui ont des désordres liés au stress, ça pèse très très lourd en termes de leur pronostic et de ce qui va suivre. Donc je pense que là, il y a un domaine où de toute façon pour notre société, ça vaudrait la peine, donc même pour la majorité, d'examiner ça. Mais je pense que c'est encore plus vrai pour ce qui est des réfugiés et des personnes qui ont survécu à la guerre. Merci beaucoup. Madame Mireau, Monsieur Guay. Si je peux ajouter quelques éléments, en fait, j'ai parlé beaucoup de traumatismes, d'événements primaires, en fait, qui peuvent
causer, là, évidemment, déclencher des symptômes. Mais il y a aussi beaucoup d'événements qu'on va dire, disons peut-être que je vais nommer secondaires, mais qui ne le sont vraiment pas du tout, qui peuvent constituer des traumatismes dans la culture d'origine très forts et qui en constitueraient possiblement ici aussi. Mais pensons au fait que de la séparation des familles et pas seulement de ses enfants directement ou de ses propres parents, mais c'est aussi d'être éclaté et d'être divisé en fait géographiquement, donc de nos cellules familiales. Et ça, en soi, ça peut engendrer autre chose que du stress post-traumatique. Et c'est quelque chose qui est fréquemment, évidemment, vécu, notamment dans le cas de l'Ukraine actuellement. Deux autres éléments, évidemment, toute la notion de déplacement. Qui peut amener donc une personne à devoir, évidemment, si elle vient ici, ça implique un déplacement et donc une adaptation culturelle, ça va de soi. Mais il y a aussi tout le déplacement physique qu'on peut voir actuellement, donc le fait de devoir se sauver, de fuir notre terre d'accueil finalement, et puis et ça en soi, ça peut amener aussi d'autres bouleversements et d'autres, je dirais, d'autres formes de détresse dont il faut absolument tenir compte. Et finalement, bien sûr, tout ce qui est les deuils qui vont devoir être faits, puisqu'il y en a certains et plusieurs ne pourront jamais retourner dans leur terre d'origine et donc en soi ou encore ne sauront pas quand ils vont revoir en fait leurs proches. Alors, toute cette notion, en fait, de rupture et de deuil peut amener, encore une fois, vers d'autres types de détresse là, que celle des symptômes spécifiques au stress post-traumatique. Et ça, en soi, ces choses-là, pour ces personnes-là qui viennent de ces autres cultures-là, ben, c'est peut-être ça, les traumatismes primaires et non pas le fait d'avoir été exposé à une menace à notre intégrité physique. Merci. En fait, moi, par rapport à la question des recherches, c'est vrai que on devrait faire une certaine classification des désordres liés au stress, puis aux diverses difficultés aussi que cette population traverse. Mais moi, dans la recherche, je verrais aussi l'aspect de l'évaluation des interventions qu'on offre à cette population-là. Puis, évaluer est-ce que ces interventions qu'on offre sont adaptées. Et puis, si elles sont adaptées, est-ce que c'est adapté par rapport à la signification que la personne donne à ses difficultés, à ses troubles? Puis, si on parvient à évaluer que les services qu'on offre, ce sont des services adaptés, ça va nous permettre à mieux intervenir auprès de cette population-là. Puis, du coup, ça va aussi résoudre le problème, pas totalement, mais au niveau de la formation. Donc, on aura déjà quelque chose de plus, des données probantes qui pourraient montrer que telle intervention, si on l'adapte à cette population, ça va donner quelque chose qui est promettant par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc, moi, je verrai non seulement la recherche au niveau de toutes les classifications des désordres qui peuvent survenir en lien avec le stress que cette population traverse pendant, avant, pendant, même après leur adaptation, mais aussi toutes ces interventions-là qu'on essaye de donner pour les aider. Est-ce qu'elles sont-ils adaptées, oui ou non? Puis s'ils ne sont pas adaptés, est-ce que ça répond par rapport à la signification de la personne, oui ou non? Moi, je verrais ça comme ça aussi. Intéressant. C'est tous des points de vue fort pertinents. Mais justement, cette dernière question m'amène, on aurait le temps pour une dernière question peut-être, justement sur
l'adaptation de nos services, de nos soins. Pour les cliniciens, les gestionnaires là, qui aimeraient adapter un ou des programmes à des groupes culturellement variés, quelles seraient, selon vous, selon vos expériences, là, les principales étapes de développement de projet, les conditions essentielles à considérer, les éléments organisationnels à tenir compte? Je pense que c'est beaucoup de questions qui sous-tendent beaucoup d'éléments de réponse possibles. Mais si vous avez quelques idées à partager pour aider les gens qui souhaiteraient là, faire un effort d'adaptation pour certaines populations réfugiées ou encore immigrantes au sens plus large. Peut-être quelques indices. Je pense que la première chose, c'est finalement là c'est simple, banal, mais c'est de se parler. C'est-à-dire, il faut d'abord établir des partenariats directs avec les gens avec qui vous travaillez. Sinon, on est dans une optique un peu top-down ou finalement paternaliste ou maternaliste. On ne va pas faire dans les genres. Mais ce qui est important, c'est donc d'abord d'établir pour être sûr que ce qu'on va élaborer correspond à ce que les personnes, les communautés veulent, qu'on ait une conversation là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'entendre. Ensuite, je pense que ça peut aider de rajouter, une fois qu'il y a eu cette première conversation, dans le partenariat, éventuellement des gens qui ont déjà fait ça pour nous aider, pour ne pas réinventer la roue au niveau des difficultés chaque fois. Donc, des gens qui ont déjà travaillé aux adaptations, de façon aussi à introduire d'emblée des petits indicateurs d'évaluation de programme. Donc, il ne s'agit pas de faire la grosse recherche, c'est compliqué la grosse recherche et ça prend énormément d'années. Mais chaque fois qu'on fait une intervention, dans un processus essai-erreur, il ne faut pas penser qu'on l'aura juste du premier coup, c'est vraiment de se dire comment je documente ce qui s'est passé dans la perspective des différents acteurs, en prenant pour acquis que je vais me tromper. Je pense que comme ça, on apprend très bien et on fait cheminer un programme. C'est des tout petites choses, mais c'est cette idée du dialogue, de se donner des indicateurs pour qu'on puisse dire ça oui, ça non. Comment je recommence la prochaine fois en misant sur ce qui a marché et en éliminant les irritants. Merci beaucoup. Madame Hirolo. Si je peux compléter, peut-être je peux donner mon expérience. Quand je suis arrivée ici au CLSC Saint-Michel, en fait, dans ma pratique comme infirmière praticienne spécialisée en santé mentale, j'ai pu me rendre compte que la population dans les quartiers Saint-Michel est majoritairement immigrante. Puis, il y avait des interventions qui étaient offertes, mais néanmoins, j'ai trouvé que oui, on donne des interventions, mais qui semblait ne pas répondre ou répondre peu aux besoins vraiment de cette clientèle-là. Puis, comme disait Dr Rousseau, en fait, il ne faut pas inventer la roue. Ben, on a eu un entretien avec un omni qui a déjà pris sa retraite, qui travaillait beaucoup avec cette population-là. Puis, je lui posais la question, c'est quelle intervention vous donnez vraiment à cette population-là, puisque je trouve qu'ils n'ont pas quand même des interventions bien ciblées pour vraiment les aider. Bon, il m'a donné toute une historique. Bon, donc je pense qu'il faut partir sur ce qui a déjà été fait, puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, est-ce qu'on peut regarder comment adapter les services pour que ça fonctionne mieux? Est-ce que c'est de notre faute ou c'est la faute de la clientèle? Puis on cherche les solutions pour aller résoudre les problèmes. Je pense qu'il faut aller par rapport à ça. Bon, c'est toute une expérience, mais moi, si je tiens par rapport à ce que moi j'ai vécu, c'est vraiment partir de la pratique. Puis c'est ce qui m'a fait sortir de la naissance de ces projets-là, au fait. Merci beaucoup. On aurait 30 secondes, le mot de la fin pour M. Gay. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est une grosse responsabilité. Écoutez,
Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous avoir entendu, mes deux chers collègues. Je trouve votre travail formidable. Madame Mirouro, ce que vous avez nommé comme dernière réponse à la question qui a été posée, ben, c'est une approche basée sur la mesure. Et si on mesure en fait l'effet de nos interventions de façon spécifique avec chacun des personnes qu'on tente d'aider, clients ou patients, ben, je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à mieux saisir tous les enjeux spécifiques que ces personnes-là, immigrants et réfugiés, peuvent vivre. Donc, bravo pour tout ce que vous avez fait comme adaptation aussi pour le PQPTM. Je suis très impressionné. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos trois panélistes, Dr. Cécile Rousseau, Gloire Mirouot, infirmière praticienne spécialisée, Stéphane Gay, chercheur au Centre de recherche de l'Institut et au Centre d'études sur le trauma. Puis merci à vous, les participants, pour vos questions, pour vos interactions dans le fil de discussion, pour votre présence. Donc, ben, voilà, un lien pour le questionnaire d'appréciation vous sera envoyé. On ne vous retient pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.